Coûte-t-il plus cher de fournir un produit ou service de qualité supérieure? De prime abord, vous pensez que oui, pas vrai? Jouons à un petit jeu. Je vais vous demander de mettre la vidéo sur pause pour dessiner un graphique avec sur l'axe des abscisses une échelle de qualité allant de 0, la nullité absolue, à 10, la perfection absolue. Et sur l'axe des ordonnées, une échelle des coûts. Que coûte la fabrication de produits ou la prestation de services de telle qualité? Tracez la courbe qui vous semble bonne. Durant mes formations, 19 étudiants sur 20 se trompent. Alors bonne chance et à vos crayons. Bien, voici les courbes que mes étudiants tracent le plus souvent en séance de formation et elles sont toutes inexactes. Avez-vous eu les mêmes idées? La bonne prend cette forme. Vous aviez bon? Je l'espère. Je vais à présent vous expliquer pourquoi. Le coût de la qualité comprend deux volets, le premier étant le coût de prévention. Il augmente avec la hausse de la qualité. C'est ce que coûte l'assurance de bien faire. Formation, mise en place de systèmes de contrôle qualité, bon management, achat d'équipements performants et de bons matériaux, recrutement d'employés talentueux, etc. Vouloir tout bien faire peut revenir très cher. Ce coût a une croissance exponentielle et devient infini au plus près de la perfection. Pour débarrasser une ville de tout détritus, il faudrait mobiliser une rangée de balayeurs travaillant à 1 mètre d'intervalle dans chaque rue, par exemple. Le second volet est le coût des défaillances. Il augmente avec la baisse de la qualité. Plus vous devenez nul, plus cela vous revient cher en déchets. Réusinage, traitement de plaintes de clients, perte de contrat et même procès. Le choix de matériaux, d'équipements et d'employés au rabais, ou le fait de verser des salaires dérisoires, est assuré d'avoir un coût, en réalité. Mais vous coûte-t-il plus que vous n'économisez? Associons les deux graphiques pour connaître le coût total. Vous voyez, à droite, le coût des défaillances a presque chuté jusqu'à 0. Le coût total est peu ou prou le coût de prévention. De même, à gauche, nous sommes devenus si nuls que nous ne faisons plus de prévention, et notre seul coût est celui des défaillances, qui est élevé. Au centre, au croisement des courbes, coût des défaillances et coût de prévention sont égaux, le total étant le double de chacun. La courbe du coût total est donc en U, avec point de coût minimum au centre. C'est le point le plus économique. Je vous dirai pourquoi il faut l'éviter, mais avant, laissez-moi préciser que la plupart des entreprises ignorent que c'est le point le plus économique, car elles ne mesurent pas le coût des défaillances. Elles sont très conscientes du coût de prévention, qui recouvre la formation, le contrôle qualité, les matériaux haut de gamme et les machines précises. Elles sont toujours poussées à réduire ces dépenses. Chacun de ces budgets étant surveillé et de plus en plus limité, il faut sans cesse transiger sur la qualité pour faire des économies, et le coût invisible des défaillances tombe dans les oubliettes. Les réusinages ou le traitement des plaintes ne sont pas budgétés. Le coût de la perte de clients ou de temps n'étant pas mesuré en soi, on oublie vite que lorsque le coût de prévention diminue, le coût des défaillances augmente. Peut-être même davantage à mesure qu'on s'éloigne du point central en direction du zéro. Pourquoi donc faut-il éviter ce point central qui est le point le plus économique? Parce que ce n'est pas le point de bénéfice maximum. Si vous passez de 5 à 7, vos coûts monteront peu, car chaque renforcement de la prévention sera largement compensé par les économies et le coût des défaillances. Pourtant, vous pourrez prendre plus cher ou davantage au même prix, ce qui dopera vos bénéfices. Si la courbe de votre volume ou prix de vente ressemble à celle que je viens d'ajouter, le point de bénéfice maximum, le bénéfice étant les ventes moins les coûts, se situe à droite du centre. C'est vers ce point qu'il faut tendre. Il y a 4 enseignements à tirer de tout cela. 1. Le choix de la mauvaise qualité est une fausse économie. Comme le coût des défaillances n'est pas souvent mesuré, ni même visible à court terme, baisse de morale, perte de clients réguliers, etc., il est facile de faire un choix néfaste en matière de qualité. 2. Le point de coût minimum n'est pas le plus souhaitable. Il ne procure pas le bénéfice maximum.
3. Le point de bénéfice maximum se situe autour de 7. Comment l'atteindre? 4. Les efforts pour parvenir à la perfection coûtent plus qu'ils ne rapportent. Il est inutile de viser le 10. Pour conclure, comment obtenir un tel graphique dans la réalité? Comment savoir où on se situe là-dessus? La théorie est bonne, mais comment procéder en pratique? Je pense qu'il faut d'abord répertorier et estimer les composantes de votre coût de prévention et surtout celles de votre coût des défaillances. Vous pouvez ensuite calculer si un investissement dans une qualité supérieure en matière de personnel, de matériel ou de méthode se révélerait rentable. Si votre coût des défaillances excède votre coût de prévention, vous avez un vrai problème. Si vos coûts des défaillances et de prévention sont à peu près égaux, c'est que vous avez atteint le point de coût minimum. Ce n'est pas mal, mais il vaudrait mieux viser un peu plus de qualité. Si votre coût de prévention est le double de votre coût des défaillances, c'est gagné. C'est ce vers quoi il faut tendre. Réfléchissez à la façon de mesurer votre coût des défaillances. Quels éléments vous coûtent de l'argent et quel est le montant de cette facture, selon vous? Souvent, les employés qui assistent à mes formations aimeraient que leur chef soit au courant de ce graphique. Pourquoi ne pas partager cette découverte avec votre chef en lui recommandant cette vidéo? À vous deux, vous pourriez beaucoup économiser. Aucune entreprise n'échappe totalement au gâchis. Par exemple, dans quelle mesure vos réunions sont-elles productives? D'ailleurs, dans quelle mesure votre journée est-elle productive? Le temps compte car ce sont vos employés, autrement dit leurs heures, qui vous coûtent le plus cher. Quel est le pourcentage des matériaux mis au rebut et combien cela vous coûte-t-il par an? Comment les ressources onéreuses, machines, laboratoires, espaces de travail, sont-elles exploitées? Sont-elles utilisées en continu, sans pile d'objets divers qui stagnent durant des semaines? Selon une théorie japonaise, le gâchis se décline en 7 catégories. Personnellement, je préfère les mémoriser grâce à l'acronyme détritus, en ajoutant pour cela une 8e catégorie. Le D correspond aux défauts, qui coûtent de l'argent même si vous les détectez immédiatement, et qui coûtent encore plus si vous ne vous en rendez compte que plus tard. Voire après l'expédition au client, ce qui serait un cauchemar. Le E correspond à l'excédent de production, dû au fait que vous fabriquez en lot plus volumineux ou pour constituer un stock qu'il faut entreposer et contrôler et qui représente une immobilisation de capital. Le premier T correspond au temps de battement, qui désigne le temps d'attente du produit plutôt que le temps d'attente du client. Il peut s'agir de produits semi-finis qui restent en plan le temps de configurer une machine, d'usiner des autres pièces du lot ou de réparer un équipement cassé. C'est ce qui fait la différence entre le bref instant requis pour fabriquer un produit et la période d'attente totale imposée au client. Ce principe est tout aussi valable dans le domaine des services. Par exemple, quand vous attendez la clé d'un véhicule dans une agence de location, cette clé est le produit que vous attendez. Combien de temps met-elle à vous parvenir? Le R correspond aux réserves inexploitées de talent. C'est la catégorie que j'ai ajoutée aux 7 japonaises, et vous m'en direz des nouvelles. Chaque employé qui possède des talents que l'entreprise n'a pas encore exploités est une ressource gâchée. C'est peut-être le pire gâchis des entreprises. Vous devez connaître des gens, pas vous bien sûr, qui paraissent au travail et ne s'impliquent pas vraiment parce que leur employeur n'a pas su les motiver, mais qui, en dehors du bureau, entraînent l'équipe de foot locale ou font des tas de choses impressionnantes. C'est justement parce qu'ils ont une énergie et un potentiel inexploités professionnellement. Le I correspond à l'itinéraire. J'entends par là qu'il faut réduire au maximum les transports, en agençant au mieux les usines et les bureaux afin de limiter les déplacements des documents et des équipements sur le site, car ces déplacements s'accumulent durant le cycle de vie des produits et services. Le second T correspond à la tenue de stock, qui recouvre matières premières, en cours et produits finis à expédier. Cela signifie que vous avez du capital immobilisé, sans compter les coûts d'entreposage et de contrôle. Le U correspond à l'usure, non seulement celle des machines, mais également celle des employés, qui induisent toutes deux des risques d'accidents et autres dégâts.
Enfin, le S correspond au surtraitement, qui recouvre la surconception, l'excès de qualité et toute intervention sur une partie d'un produit ou d'un service dont le client ne s'aperçoit pas ou ne se soucie pas. Les ingénieurs peuvent être perfectionnistes et vouloir trouver un design meilleur que nécessaire. Il vaut la peine de réduire tous ces coûts et pour commencer, de passer en revue toutes les étapes de vos processus avec cette idée en tête. Dernier point sur le sujet du gâchis, la bonne trouvaille appelée poka-yoke, qui signifie détrompeur en japonais. Il s'agit de rendre impossible les erreurs. Par exemple, en faisant en sorte que les pistolets des pompes diesel soient trop larges pour l'orifice de remplissage des véhicules essence. Remarquez, j'ai déjà mis de l'essence dans ma voiture diesel. Il faudrait un pistolet à bout rond et un autre à bout carré pour mieux différencier. Le poka-yoke est aussi valable pour les systèmes. Dans l'idéal, vous les configurez tous de façon à rendre impossible toute erreur de manipulation. Par exemple, j'oublie souvent ma clé USB sur les ordinateurs des autres. Du coup, je l'ai ajoutée à mon porte-clés de voiture. Ainsi, concrètement, je ne peux pas partir tant que je n'ai pas récupéré ma clé USB. Réfléchissez aux erreurs les plus courantes qui surviennent dans votre travail. Comment pourriez-vous les éviter en les rendant concrètement impossibles? Et pour en revenir aux catégories de gâchis ou détritus, quels sont vos pires gaspillages et comment pouvez-vous les diminuer?